mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Bienvenue à votre émission Objection consacrée ce dimanche à la situation préoccupante dans le Sahel, précisément au Mali. Pour retrouver un de nos collaborateurs, nous décrit la situation. Après, nous reviendrons ici dans ce studio pour analyser cette grave crise relative à la pénurie de carburant sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan géopolitique. Notre invité, le colonel Babacar Diouf. Colonel, bonjour et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour M. Gueye, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites. Alors, une grave pénurie de carburant au Mali avec des répercussions sur le plan économique, sur le plan également social et sécuritaire. Une description quasi préoccupante de la situation au Mali. Nous sommes obligés de taire le nom pour des raisons de sécurité. Reportage. Depuis quelques semaines, la capitale malienne Bamako fait face à une situation inédite. Un blocus imposé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Djinim, perturbe gravement le ravitaillement normal de la ville en hydrocarbures, paralysant ainsi le principal poumon économique du pays et par ricochet plusieurs grandes capitales régionales, notamment Mopti, Ségou et Sikasso. Des files interminables s'étirent devant les rares stations-service encore en activité, tandis que d'autres ont cessé tout service. Sur les routes, des véhicules à court de carburant restent immobilisés depuis plusieurs jours. Certains citoyens veillent 2 à 3 nuits consécutives dans l'espoir de s'approvisionner en essence ou en gasoil. Parallèlement, les abonnés de l'énergie du Mali, EDM, ne bénéficient plus que de 6 heures d'électricité par jour, signe visible de l'impact profond de cette stratégie d'asphyxie économique mise en œuvre par les groupes armés radicaux. Face à cette pénurie, de nombreuses organisations et institutions ont instauré le télétravail ou accordé des congés forcés à leurs employés. La panique gagne progressivement Bamako, où des affrontements entre civils et des forces de l'ordre ont été signalés dans plusieurs points de distribution. Ces incidents sont souvent provoqués par l'arrivée massive de policiers et de militaires munis de dizaines de bidons de 20 litres, court-circuitant la longue attente des clients civils. Ces scènes ont entraîné des altercations et suscité de vives dénonciations sur les réseaux sociaux. En réponse à la crise, les autorités maliennes ont adopté plusieurs mesures d'urgence. Fermeture temporaire des écoles et universités du 27 octobre au 9 novembre sur toute l'étendue du territoire national. Et réservation exclusive de certaines stations-service aux forces de sécurité. Ouverture 24 heures sur 24 des points de distribution désignés. Vente réglementée des hydrocarbures en bidons de 20 litres soumise désormais à une autorisation officielle. Mise en place des lignes de transport interne, notamment avec les bus de la compagnie Jara Transport, dont les activités viennent d'être autorisées après une suspension liée à une précédente décision du Djinim. Sur le plan sécuritaire, des opérations militaires d'envergure se poursuivent sur les axes routiers reliant le Mali à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, principaux corridors d'approvisionnement en carburant du pays enclavé. Les forces armées annoncent déjà plusieurs résultats positifs, notamment la neutralisation de chefs terroristes dans la forêt du Baoulé. Depuis le déclenchement de cette crise, les camions-citernes transportant le carburant vers Bamako sont escortés par l'armée régulière. Malgré cela, plusieurs dizaines de citernes ont été incendiées par les terroristes et des cas d'enlèvement de convoyeurs ont été signalés. Certaines villes comme Mopti sont privées d'électricité depuis près d'un mois en raison de ce blocus. Malgré les difficultés, les autorités maliennes continuent de bénéficier de la confiance d'une partie significative de la population qui voit dans leur fermeté un rempart contre l'effondrement total du pays. Colonel Babacar Diouf, rebonjour. La situation est assez préoccupante dans ce pays voisin. Je parlais du Mali, on a parlé de longues files d'attente, de pénurie de carburant qui
justement préoccupe les populations à chaque jour suffit sa peine dans ce pays voisin. Quel premier commentaire? En fait, quand je vois ce qui se passe au Mali, je vois un peu l'équivalent dans des pays qui ont connu la guerre. C'est-à-dire, il y a le premier élément qui vise les perceptions. Quand vous vous dites, l'État est incapable de me protéger, je le vois. Donc, du point de vue sécuritaire. Vous dites, moi, je n'ai même plus la possibilité de gagner ma vie. Parce que vous oubliez que au Sénégal, quand vous voyez les motos, au Mali, au Burkina, il y en a beaucoup plus. Mais vous imaginez si tous ces gens-là n'arrivent pas à se déplacer correctement, vous imaginez... Et c'est le cas. C'est ce que je dis. Une capitale en Afrique est rarement autosuffisante. Tout lui vient de l'extérieur, de l'intérieur du pays. Mais si l'intérieur du pays n'arrive pas à vous approvisionner, vous allez vers quoi? Vers une forme de disette. Donc il y a un aspect économico-financier, donc un aspect social, et après, maintenant le pire, c'est l'aspect sociétal. Parce que l'aspect social, c'est individuel et tout ça. Mais c'est toute la société, ces soubassements qui sont remis en question. Et donc, vous donnez cette perception, vous poussez, à la limite, manipuler votre esprit pour vous amener à anticiper tout ça et à faire comme les rats. On dit que les rats sont toujours les premiers à quitter le bateau avant qu'il ne coule. Mais est-ce que la situation est aussi grave qu'on le décrit? Ça aussi, c'est une autre, parce qu'il y a quand même 5 grands axes. On peut créer l'insécurité sur les axes, perturber, parce qu'il suffit de combien de personnes pour perturber sur, on va dire, sur 150 km. Combien de personnes avez-vous besoin de poster pour créer le chaos au niveau du déplacement? Et en plus, si ces gens sont infiltrés dans une communauté ou dans un village ou dans quelque chose, mais ils font ce qu'ils font et ils disparaissent. Donc, moi je crois que oui, il y a à s'inquiéter. Si la cascade, c'est-à-dire le développement en cascade se poursuit. Mais c'est depuis quelques jours quand même. Je sais, mais on vous dit aussi que les militaires montent des opérations, font aussi, etc. etc. Et pour moi, quand une telle situation se présente, dire que les militaires ou les forces de défense et de sécurité viennent avec des jerrycans pour prendre du carburant, mais je peux le comprendre. Même dans un pays qui est en guerre, quand on donne des bons, c'est parce que on crée pratiquement des quotas pour dire vous avez droit à ceci, à ceci, à cela, mais la priorité, c'est les services essentiels de l'État. Oui, la détaillé déjà, les militaires. Mais s'ils ne peuvent pas se déplacer, ils vont protéger quoi? La sécurité peut venir avant la bouffe. Je suis désolé. Et donc, moi, c'est la situation que je vois et qui nous interpelle maintenant à différents niveaux. À différents niveaux, mais toujours dans cette même situation, la pénurie de carburant semble aggraver une crise déjà profonde. Quelles sont ses conséquences? Ses conséquences concrètes sur la mobilité, déjà ça a été décrit, assez difficile, non? Et ensuite sur l'économie, mais aussi sur les opérations militaires. Oui, parce que déplacement, c'est à la fois le déplacement des personnes pour aller au travail, pour aller par-ci, par-là, c'est les marchandises, c'est les forces de sécurité. Les écoles ont été même fermées. Mais parce que, imaginez que vous habitiez à une certaine distance de l'école. Vous faites quoi quand il n'y a pas de carburant? Et du coup, quand on rationne les vivres, mais les prix flambent. C'est clair. Et c'est le cas. Oui. Donc, en fait, c'est un cycle. C'est pour ça que j'ai parlé de cycle. Une chaîne de conséquences. Voilà. Là, un élément est à la fois conséquence de ce qu'il y a en amont, mais cause de ce qu'il y a en aval. Mais c'est ça
c'est la prévision rationnelle. Oui. Mais c'est là aussi que se trouve maintenant l'attaque psychologique pour faire s'effondrer le moral de la population, le moral des forces, parce qu'à un moment, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais le bateau va couler. Et ce n'est pas encore le cas, puisque les Oui. populations semblent déjà comprendre et développent une certaine résilience. Heureusement, Oui. Pour l'instant. On m'a même parlé Mhm. d'une frange de la population qui, aussi dans cette résilience, soutient l'État. Maintenant, l'ennui, et là, il faut toujours être prudent, éviter d'être l'idiot utile. L'ennui, c'est que vous entendez d'un côté la propagande ou les nouvelles qui vous disent oui, ils ont attaqué tel, ils ont fait tel, ils ont produit tel effet, mais en même temps, vous entendez aussi que l'État a monté des opérations, fait ceci, fait cela. Oui. Et l'ancien militaire que je suis se dit, et même en histoire, Jean Sisran, les Huns, les Mongols, mais en amont, avant qu'ils n'arrivent, la crainte était déjà semée. Et donc, les gens n'opposaient pas de résistance pratiquement. Mais ça, c'est l'effet psychologique recherché par les C'est pas encore gagné. Non, pas du tout. Mais justement sur ce plan et dans cette même dynamique, avez-vous l'impression que cette crise énergétique va fragiliser encore davantage les États du Sahel? En tout cas, chaque sur le plan État, sécuritaire, je veux dire. chaque État Oui. qui est touché par cette pénurie peut subir tout ce processus que nous avons évoqué tout de suite. Et au fur et à mesure que ça se développe, Oui. c'est la chien-lit qui se développe. C'est-à-dire, c'est comme si la société, c'est pour ça que j'ai dit social et sociétal. Parce que cette dimension sociétale, c'est la société, c'est comme un mur. Vous mettez des briques, vous avez du ciment, ça fait le joint, etc. Imaginez un jour quelqu'un qui a un rayon qui fait que tout ce qui est à la jointure des briques commence à partir. Oui. Mais à ce moment, à un moment, n'importe quel vent fait tomber les briques. Et ça, c'est ça qui est dangereux, parce qu'à ce moment, vous produisez, en tout cas, vous pouvez vous retrouver devant une situation un peu comme, vous avez entendu, il y a plusieurs années, il y a des footballeurs, en tout cas des sportifs qui avaient fait un accident d'avion en Amérique latine, je ne me souviens plus de quel pays. Et à un moment, on a dit que les gens, à un moment, ont commencé à manger du vivant mort, enfin, des humains. Et le pape s'était prononcé sur la question. Mais ça montre que, vous savez, l'homme, devant la nécessité, ce qu'il perçoit comme tel en tout cas, mais est capable du pire. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que ça nous alerte. Le fait que ça se soit passé et que le processus ne soit pas encore arrivé à sa fin. À sa fin, du tout alors, puisque les militaires réagissent. Déjà au niveau interne, on nous signale que le général Kéba Sankaré, jusque-là chef d'état-major général adjoint des armées, a été relevé de ses fonctions et est remplacé par le général de brigade Jean Dao, qui a remplacé donc le général Kéba Sankaré. Alors, autre changement, le poste de directeur de la sécurité militaire connaît également un changement. Le général Nouroum Ouattara cède sa place au général de brigade Sambou Minkoro Diakité. Ça, c'est un changement également. Enfin, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake, est remplacé par le général de brigade Toumani Kone. Alors, ces nominations interviennent dans un contexte sécuritaire toujours tendu, marqué par la persistance des attaques dans plusieurs régions du pays, notamment le blocus sur le carburant. Quelle réaction? Oui, en fait, ne soyez pas étonnés. Vous avez vu, il y a quelques jours, ici, on a sanctionné le patron de la DIC, de l'aéroport. Oui. C'est-à-dire, les hommes politiques donnent leurs orientations et attendent
que ce soit transformé en opération et exécuté. Quand il se produit quelque chose, que la responsabilité soit avérée ou non, dès qu'il y a quelque chose qui fait que l'on reproche à une arme, des sanctions tombent. C'est comme un président de la République où on vous dit qu'il s'est produit ceci à l'université et qui dégage le ministre de l'Enseignement supérieur. Ça, c'est presque dans l'ordre normal des choses, à mon avis. Et pas forcément son insuffisance à lui, mais même dans la chaîne subordonnée. Les gens réclament la tête d'un ministre ou la tête d'un chef d'état-major d'armes parce qu'on estime qu'il y a eu un problème et que de manière ultime, sur cette branche-là, c'est lui le chef. Est-ce que ça ne traduit pas également des problèmes internes, notamment dans l'armée? C'est possible. Et qui risque de la fragiliser davantage. Oui, c'est possible. Oui. Mais il faut prévoir les deux cas. On peut dire que vous, il y a une négligence ici, c'est de votre faute. On peut aussi dire que oui, parmi vos subordonnés, ou ceci ou cela, il y a une faute. Oui. Mais c'est vous qui êtes sanctionné. Le niveau où on place la sanction est variable. Là, on a fait sauter le patron de la digue ou le patron de l'aéroport. Oui. Mais on aurait pu faire sauter plus haut. Oui, mais c'est des zones stratégiques aussi. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Vous avez un commandement. Sous votre commandement, il y a quelque chose de bien qui se passe. On vous récompense. Oui. On vous promeut, on vous décore, etc. etc. Mais le contraire aussi peut arriver. Les gens qui sont à certains niveaux de responsabilité le savent. Hein? Alors, parlons cette fois-ci sur la deuxième thématique. Je veux parler d'enjeux sécuritaires et géostratégiques. Colonel Babacar Diouf. Sur ce plan-là, certains observateurs parlent de risque d'isolement ou de fragmentation même de l'armée malienne. Partagez-vous cette opinion? Le risque existe toujours. En opération, dès qu'il y a un couac à l'intérieur même d'une unité, vous pouvez voir des gens qui l'attribuent à quelqu'un. Et ça crée un climat malsain au sein des forces. Parce que la discipline, fait la force des armées, par exemple. La discipline, ça veut dire que le chef qui est au-dessus a à la fois la légalité et la légitimité pour vous commander. Vous avez confiance en lui. Il donne ses ordres, vous les exécutez, mais vraiment... Et quand vous commencez à douter de ces décisions, même l'hésitation que vous avez dans l'exécution des ordres, juste une hésitation, peut être fatale à certains. La différence entre les militaires et un intellectuel ou un chercheur et tout ça, mais c'est que le chercheur qui se trompe, il peut revenir sur ce qu'il a dit. Le militaire, lui. Mais le coût est payé en vies humaines. C'est clair. Et donc, on n'est pas au même niveau. Et c'est ce qui rend sensible la question. Et c'est pour ça que moi, en ancien militaire, je refuse de faire de poser certains qualificatifs parce que justement, je ferai l'idiot utile. Oui. Ils ont suffisamment de problèmes comme ça pour qu'on pense à y ajouter. Je pense que la réaction, moi, à mon avis, ce serait plutôt de se poser la bonne question. Laquelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? On y arrivera, cette question, puisque diagnostic pour diagnostic, dans le cadre des partenaires, on a constaté que certains se sont retirés, surtout les partenaires occidentaux. Avec l'arrivée de nouveaux partenaires, je parlais de Wagner ou même Africa Corps, de votre point de vue, quelle analyse vous en faites? En fait, les Occidentaux, parfois, je suis tenté de dire, ils ne sont pas à une contradiction près. C'est-à-dire la logique qu'ils appliquent, c'est la logique du Léviathan. C'est-à-dire le puissant qui est au sommet. Il tient un raisonnement pour les autres, mais pas pour lui-même. La situation du Donbass
on peut la comparer à la situation en ex-Yougoslavie. La situation en Ukraine, on peut y voir la même situation que lors de la crise des missiles de Cuba. Et au Mali, quelle lecture géostratégique? Oui, justement, oui. Au Mali, ils ont soulevé des contradictions. Je trouve que ce n'est pas cohérent. Dire que c'est un régime qui n'est pas démocrate, donc nous ne pouvons pas travailler avec eux. Ou ils ont des mercenaires, nous ne pouvons pas travailler avec eux. Je suis désolé, dans toutes les opérations au Moyen-Orient, on les appelle des contractors, on les appelle par le nom qu'on veut, mais le résultat est le même. C'est juste une différence de qualificatif. Ah. Et donc... Qui reflète la réalité ou pas? Non, qui reflète une logique... D'intérêt? Oui, c'est-à-dire, moi, je peux faire ceci. Oui. Si j'ai parlé du Léviathan de Hobbes, c'est justement pour dire que le souverain fait la loi qui s'applique aux gens, mais ne s'applique pas à lui. Donc, eux, la logique dit, oui, ils sont ceux des démocrates. Tiens, à un moment, on avait dit, l'Allemagne a retenu qu'elle ne soutiendra plus, qu'elle ne financera plus ou n'aidera plus les gens qui utilisent le carburant fossile. OK. Donc, c'était le gazole, machin chouette et tout. Mais après, à un moment, ne sont-ils pas passés au charbon? Donc, vous voyez, c'est un raisonnement spécieux, ad hominem, qu'on vous pose en fonction de l'individu qu'on a en face ou de l'État qu'on a en face. C'est pas cohérent. Voilà. Et donc, maintenant, ils se sont retirés. Oui. Mais ce retrait aussi, il faut tenir compte du fait que l'autre qui est arrivé s'oppose à eux au niveau systémique. C'est-à-dire que nous sommes dans une transition d'un système. Je l'explicite toujours par une phrase très simple, une forme de crise. Gramsci, quand il dit un monde qui n'est plus, c'est-à-dire le système qui était unilatéral depuis 1991, un monde qui n'est pas encore, on n'a pas encore le nouveau système, et entre les deux surgissent les monstres. Mais c'est clair ça, quand vous dites surgissent les monstres, ça veut dire que dans l'entre-deux, il y a des formes de violence, il y a des formes, c'est vraiment la jungle, la loi de la jungle. Oui. Mais aujourd'hui, avec justement cette recomposition, on a du mal à freiner l'élan de l'ennemi jusqu'à présent. Ça s'aggrave de plus en plus. Oui, mais attendez. Oui. L'ennemi, les Occidentaux se retirent pour des raisons qui leur sont propres. Oui. D'autres arrivent pour des raisons qui leur sont propres. Mais dans tout ce processus, dans quelles conditions vas-tu chercher dehors ce que tu as chez toi? Si, je reviens toujours à la CEDEAO, je suis désolé, mais pour moi, la CEDEAO a des problèmes. Et tant qu'elle n'aura pas répondu à certains défis, elle ne pourra pas jouer son rôle et passer à la CEDEAO des peuples. Oui, mais on est encore dans les enjeux stratégiques et géopolitiques. Aujourd'hui, cette alliance, cette recomposition des alliances, avez-vous l'impression qu'elle peut influencer la stabilité sous-régionale? Mais bien sûr, je rappelle souvent aux gens que dans l'opposition entre les blocs, il y a une stratégie de contrôle des flux. Quand vous dites contrôle des flux, qu'est-ce qu'un flux? Eh bien, un flux a plusieurs natures. Vous pouvez avoir un flux financier, un flux de marchandises. Je donne un exemple. Si vous regardez l'Iran, entre l'Iran et la Russie, il y a un corridor qu'on appelle International North-South Transport Corridor. C'est un corridor de transport, un corridor international de transport nord-sud. Ça part de Saint-Pétersbourg, ça passe par la Caspienne, ça descend et ça arrive en Iran. Ça, c'est un flux qui joue en faveur du monde de l'Alliance sino-russe. Avec les trucs du, comment dirais-je, les routes de la soie, si vous voulez. Oui. Mais là, au niveau... Mais justement, ici, ce flux-là, il faut le couper au niveau régional. Mais vous avez des ressources minières, vous avez des ressources énergétiques, vous avez des tas de choses qui circulent. Vous avez des flux, vous avez des flux financiers, vous avez... Chacun est un flux, qui soit énergétique, qui soit lié aux matières premières, que ce soit lié aux finances, aux marchandises. Chaque fois que l'autre a une route pour évacuer des produits
où un endroit où des produits existent, cet endroit-là est susceptible de déstabilisation. Oui. Mais justement, parce que c'est Et le Mali n'échappe pas à ça, le Burkina ou le Niger n'échappe pas à ça, l'uranium au Niger, le lithium, etc. Je vous rappelle quand même que le coup d'État en Bolivie, qui a mal tourné malheureusement, c'était à propos du lithium. C'est clair. Mais dans cette région aussi, c'est source de richesse énergétique et justement multiples. C'est cela l'enjeu principal de cette guerre. Écoutez, dans un jeu à somme nulle, nous sommes en concurrence, vous et moi. C'est comme si nous votons. C'est le nombre de personnes que je gagne, c'est autant de personnes que vous ne gagnerez pas. Donc, vous pouvez dire, ok, lui, il a la plupart de ses électeurs qui sont dispersés dans telle et telle zone. Pour les empêcher de participer, qu'est-ce que je peux faire? C'est le rapport de force. Oui, je peux créer par sabotage un truc qui fait que le transport en commun, les gens auront trop peur de circuler et donc, ces électeurs ne viendront pas et je vais gagner les élections. Mais au niveau du système, c'est la même chose. Je peux vous donner des tas d'exemples où une route existait pour éviter d'être pris en tenaille. Si on prend la route A, donc je crée la route B et l'adversaire réagit en essayant de trouver un point où il peut interrompre le flux qui passe par la route B. Je vous fais sortir du SWIFT, ça veut dire que les flux financiers, mais vous êtes complètement isolé, vous êtes en dehors, etc., etc. Mais on parlait d'enjeux géostratégiques. Oui. Aujourd'hui, on a vu d'abord qu'ils ont commencé, je veux parler, les terroristes ont commencé d'abord par bloquer certains axes. Oui. Bloquer la circulation. Mais aujourd'hui, ils sont venus justement au carburant. Oui. L'énergie, c'est capital. Je suis d'accord. Alors, est-ce que vous ne craignez pas, et c'est un risque, que cette crise énergétique se transforme en une crise politique et même sociale profonde? Ah non, je suis tellement d'accord que je vais même plus loin. Je dis une crise sociétale. Oui, c'est-à-dire tout le ciment de la nation va se déliter. Et c'est ça qui est grave. Si nous laissons faire, je vous assure, l'explosion, on en aura les effets jusqu'à Dakar, jusqu'à Abidjan, jusqu'à. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, et ça vous avez dit qu'on y reviendra, je l'attends, l'aide étrangère fait défaut parce que les uns sont partis avec leurs ressources parce qu'ils en ont besoin ailleurs. Les Russes, vous avez vu au départ en Syrie, ils ont tenu pendant un moment. Quand avec l'Ukraine, ils ont dû changer leurs priorités. L'OTAN, quand il y a eu, Israël s'est retrouvé confronté à un certain nombre de pays, mais qu'est-ce qui s'est passé? La priorité a été enlevée à l'Ukraine. Donc, il y a une circulation des ressources là où on en a le plus besoin. Maintenant, ce vide-là crée des risques supplémentaires s'il n'est pas compensé. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Horreur du vide, vous suivez votre émission Objection qui reçoit le colonel à la retraite Babacar Diouf, spécialiste des relations internationales. Pour le colonel, nous avons parlé des enjeux géopolitiques, géostratégiques. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le rôle des organisations internationales. Parlons d'abord des organisations sous-régionales par rapport à nos voisins du Mali. Aujourd'hui, que reste-t-il d'une organisation comme la CEDEAO? A-t-elle une marge de manœuvre pour justement juguler un peu cette crise dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali? Oui et non. Oui, s'il y a la volonté politique. Parce que la question est très simple. La CEDEAO, chaque fois on l'évoque, mais la décision se prend au niveau des chefs d'État. Oui, politique. Ils avaient bien voulu monter une opération pour aller attaquer le Niger. Ils ont voulu monter une opération pour dire contre les coups d'État. Mais conformément à ses propres textes. Oui. Mais est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on fait
contre les civils, les dirigeants civils, qui s'accrochent au pouvoir et que seule la force peut faire partir. Eux, vous croyez que pour la population, il y a une différence entre un régime militaire et un régime dictatorial? C'est la même chose dans les effets. Je crois que là, il y a peut-être un certain nombre de choses qu'il faut revoir. Oui. Mais, toujours est-il que la CEDEAO en tant qu'organisation n'a que les moyens que les États mettent à sa disposition. Quel rôle face à une telle Mais crise? justement, son rôle, moi, aurait consisté en une posture partant d'un constat de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons 3 États du Sahel qui sont au nord. Le Niger, le Burkina et le Mali qui composent l'AES. Oui. Exactement. Qui sont attaqués. Vous n'avez pas déjà entendu les Français ou les Américains vous dire il faut aller soutenir les gens qui sont pourtant très loin de nous, mais parce qu'il faut arrêter le mal là-bas pour qu'il n'arrive pas chez nous. Dans la politique contre l'immigration clandestine, l'immigration clandestine, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO, si en fait elle est mal partie au départ, quand il y a eu le G5, moi je suis de ceux qui ont toujours estimé que le G5 a servi à donner une perception du conflit limitée aux États de l'AES plus le Tchad et la Mauritanie. Donc une ligne de défense. Mais une seule ligne de défense, on la perce. Ceux qui sont plus bas, voyant ce qui se faisait là-bas, ils n'étaient pas associés, se sont dit, OK, on va protéger nos frontières. Mais ce qu'ils ont dépensé pour préserver leurs frontières, et ce que les Maliens, Burkinabés et Nigériens dépensent, si vous prenez ça, avec une portion de cette somme, on aurait pu organiser une défense plus efficace à moindre coût. Mais on ne l'a pas fait. On a aussi privilégié des petites oppositions, oui, régime ceci, oui, cela. Et au bout, la situation a continué à s'aggraver. Et la CEDEAO, quand même, au départ, là, il faut le rendre cette justice, s'était déjà déployé au Mali rapidement. Mais l'UA s'est mise à lui discuter sa position. Et l'UA, les gens font passer les capacités financières, souvent ça passe par l'UA. Mais qui reste encore faible, l'UA. Oui, très faible, critiqué. Mais parce que l'UA, c'est quoi? Je viens de vous dire que la CEDEAO, c'est les États. Mais l'UA aussi, c'est les États et les communautés économiques régionales qui forment ces États. Donc l'UA, à la limite, c'est un bureau. C'est comme si vous me dites que dans une société, le bureau du manager ou l'étage du manager, mais cet étage-là, si le reste des étages ne fonctionnent pas, ils font quoi? Rien du tout. Mais justement... Une armée qui n'a que des généraux n'est pas une armée. Donc vous constatez justement l'inaction de ces deux organisations, la CEDEAO comme l'Union africaine. Oui, je suis d'accord. Oui. Et ça, c'est une faute. Parce que avant, la frontière de la CEDEAO, c'était le nord du Mali, c'était le nord du Niger, c'était la ligne ouest, la frontière ouest du Tchad, ça descendait jusqu'à l'océan et de l'océan ça remontait jusqu'à notre frontière avec la Mauritanie. C'était cet espace-là qui était la CEDEAO. Avec la situation de l'AES qui se détache, avec la situation du terrorisme, il y a une coïncidence, c'est comme si la frontière a reculé. Mais elle recule, mais ça veut dire qu'on a, nous, de moins en moins d'espace. Et moi, je trouve que aujourd'hui, on aurait déjà dû avoir un certain nombre d'accords avec l'AES, parce que nous sommes les gens les plus touchés. L'UA, je n'en parle pas, parce que vous entendez ce qui se passe quand même au Soudan. Vous voyez les accusations qui touchent les Émirats arabes unis. Mais aussi là, il y a le rôle du Maroc qui est en train de jouer la médiation. Oui, mais des armes arrivent, des gens sont soutenus. Ici, mais vous n'avez pas entendu les Ukrainiens clamer Urbi et Orbi qu'ils forment des gens parmi les terroristes pour l'utilisation des drones, Combien d'États ont convoqué l'ambassadeur d'Ukraine? Quelle organisation régionale a menacé l'Ukraine de rupture diplomatique? Mais aucune.
C'est-à-dire, Quel décryptage? nous sommes dans l'incantation. Nous parlons, nous évoquons. Mais nous n'agissons pas. Non, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Et je trouve que ça, le prix à payer pourrait dépasser le pire. Mais alors, peut-on envisager dès lors ou désormais une coordination régionale ou hors régionale entre CEDEAO, UA et Nations Unies? Oui, mais les Nations Unies, Oui. entre nous, tiens, prenons la crise en Palestine. Oui. Qu'est-ce que l'ONU a pu faire? Pas grand-chose. À la limite, l'ONU ne devient actrice que lorsque les partis acceptent que l'ONU soit partie. La preuve, même aujourd'hui, l'aide, quand vous parlez d'aide, quand vous parlez de solutions, si Israël n'accepte pas, par exemple, ça ne se passe pas. Ou les États-Unis. Oui, oui, non, je suis d'accord. Oui, C'est juste pour vous dire que ces organisations, quand l'ONU a été créée, Franklin Delano Roosevelt a bien dit, il ne s'agit pas du tout de voir ces organisations échapper au contrôle des grandes puissances. Quand on regarde la théorie, quand on parle de système, qu'est-ce qu'un système? Mais le système, c'est des structures animées par des gens qui ont, et quand c'est mondial, par des États qui ont la capacité agentielle leur permettant de faire bouger le système. Tous les autres sont soit assis sur des strapontins, soit sont des figurants. Et donc, les grands du système, tant qu'ils n'ont pas accepté la participation de l'ONU, vous dites l'ONU fait quoi? Ok, on va au Conseil de sécurité. Un État pose son veto. Il vous reste quoi de l'ONU? Pendant ce temps, les gens meurent. Hein? C'est clair. Vous allez à l'UA, on vous dira quoi? On n'a pas les moyens. Ou parmi les États africains eux-mêmes, il y en a qui soutiennent l'autre camp et donc qui sont face à face. Et donc, vous pouvez avoir des décisions bloquées. Oui. À la CEDEAO, c'est pareil. Alors, je pense que dans des cas comme ça, il faut, comme on dit, the coalition of the willing, des gens de bonne volonté, qui ont la volonté politique de dire ça ne passera pas. Et qui tirent un trait sur le sable. Et qui se donnent les moyens maintenant d'agir, de soutenir le Mali. En quoi? Mais il y a différents moyens de soutenir un État. C'est clair. On a des gens qui ont des drones, mais l'observation, tout ce qui est surveillance du territoire pour détecter les mouvements, ça fait partie. Tout ce qu'il y a comme renseignement pour détecter les gens au sein de la population, tout ce qu'il y a, c'est-à-dire, il y a des dispositifs. Avant, je crois que j'en ai parlé un jour, on a pensé que c'était trop tactique, je persiste dans ce que je pensais. Quand le Maroc s'est retrouvé confronté au Polisario, ils ont mis quoi? Des murs de sable. Personne ne pouvait passer là où il y avait le sable. Donc vous étiez obligé de passer par les points de passage. Il suffisait de contrôler militairement ces points de passage et le Polisario n'est plus arrivé pratiquement à réussir les opérations qu'il réussissait au début. Maintenant, mais quand les gens... Oui, il y a la voie aérienne aussi. Oui, mais la voie aérienne, justement, il y a des drones. Mais... des deux côtés. Oui. Il y a des drones, il y a des avions. On a quand même des avions au Mali, au Burkina, etc. Des hélicos et tout. La dimension militaire, vraiment, monter une opération militaire, c'est tenir compte du contexte local, de la situation, du terrain, du climat, de beaucoup de données qu'on ne peut pas vraiment, on ne peut pas faire de recommandations sur cette question quand on est loin. Il y a les vérités du terrain. C'est le terrain qui conditionne la manœuvre. C'est pas la manœuvre qui conditionne le terrain. Mais je suis sûr que dans des moments aussi difficiles, l'attention des autres pays de la sous-région en faveur du Mali, un mouvement de solidarité effectif. Vous savez, je vous raconte une anecdote. Quand, juste avant de partir, le président Reagan avait invité Margaret Thatcher en disant
Ça a été quand même une alliée. Vraiment, ils sont bien entendus. Et il l'a invité, il a organisé une grande réception. Quand Maggie a pris la parole, elle a dit quelque chose qui est très important. Elle a dit, le président Gorbatchev, nous devons tous le soutenir par la parole et par les actes. On ne l'a pas fait. Des années après, regardez le nombre de morts que les conséquences du départ de Gorbatchev et tout le reste, c'est ça. Et aujourd'hui... Parce que Gorbatchev n'a pas réussi aussi à l'interne, les défis, n'a pas relevé les défis internes. Oui, mais il y a des détails, je ne veux pas trop qu'on perde du temps dessus, mais il y a une réunion où Gorby a été invité en Grande-Bretagne, c'était du temps de John Major, il est venu, on l'a fait attendre pendant plus d'1 heure de temps dans une salle où il était tout seul. Quand il est entré, quand on l'a appelé maintenant pour venir, les gens du G7 là étaient déjà en train de discuter. On l'a fait entrer dans la salle, on lui a donné un soutien, c'était une misère. Et d'après le rapport qu'on a fait à l'époque, comment il s'appelle encore, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, Dumas, Roland Dumas, il en rend compte, il dit, John Major a dit, l'aide sera réservée pour son successeur. Et il dit, ce jour-là, Mitterrand lui a dit, ne le laisse pas rentrer tout seul, accompagne-le à son hôtel, discute avec lui, parle-lui. Il dit que Mitterrand était malade du type de traitement. Et infligé à... Oui, à Gorbatchev. À Gorbatchev. Et aujourd'hui, que ce soit le Mali, le Niger, surtout le Mali, nous, en fait, moi, quand je regarde, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, quand on regarde, en tout cas, le militaire que j'ai été, moi, waouh, ces gens, on a tellement de relations avec eux, que ce soit au niveau du Britannique, au niveau de beaucoup d'écoles. Nous avons des relations, complicité, oui, mais très, à la limite, privilégiées. Et le Mali, quelqu'un rappelait que les 2 seuls pays au monde, je crois, qui partagent la même devise, c'est le Sénégal et le Mali. Oui. Et tous ces pays-là, qui pensent qu'il suffit de défendre leurs frontières parce que les gens veulent arriver à la mer. Non, les gens ne rentrent pas par un couloir. Les gens essaient d'être comme les vagues de la mer, avancer doucement, doucement. Et donc, nous devons voir dans quelle mesure les États de la CEDEAO peuvent se retrouver et faire avancer un soutien dans des domaines, chacun ça, ils vont en discuter, les détails, ils en discutent eux-mêmes. Mais qui a intérêt à cette crise dans laquelle est plongé le Mali aujourd'hui? L'Occident, qui, pour être précis? Les États du Sahel oui, constituent un enjeu. Déjà, rien que le terrorisme. Je suis de ceux qui pensent, et avec quand même pas juste une opinion, hein, avec des éléments bien précis, que le terrorisme est un instrument que des puissances soutiennent, financent, appuient, et parfois, lorsque leurs intérêts divergent, attaquent les terroristes. oui. Et je pense que ces puissances-là ne sont pas juste les puissances mondiales. Le terrorisme, l'aide, le soutien aux terroristes, il y a quand même au Moyen-Orient un chef, il y a un journal français qui avait sorti une note où la dame qui est directeur de cabinet de son père, l'émir, recevait ce rapport pour dire qu'il y a les 150 millions de dollars d'aide humanitaire à ces organisations terroristes. L'argent a été bien distribué. Et le gars, il donne en fac-similé le document en arabe avec sa traduction. Oui. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Trouvons la réponse. Oui, colonel Babacar Diouf, parlons de la dernière partie de l'émission consacrée aux solutions en termes de perspective. Aujourd'hui, d'abord, par le Mali lui-même. Comment, à court terme, le Mali peut justement enrayer cette crise et trouver des solutions dans le court terme? Comment?
Mais le Mali est en train de faire ce qu'il peut. Le Burkina, idem. Le Niger, idem. Vous voyez, les anglo-saxons parlent de tipping point. C'est-à-dire, il y a un point, quand vous y arrivez, c'est comme si vous passez d'une fonction logarithmique qui évolue doucement à une fonction exponentielle qui évolue très vite. En recevant l'aide, de l'aide, il peut arriver à un point où il renverse la situation. Alors que laissés à eux-mêmes, ils peuvent arriver à un point où la situation peut être perdue. Oui, les dépasse. Mais alors, justement, vous avez parlé de soutien, vous avez parlé d'accompagnement, d'aide même. Sur le plan militaire, quelle coopération militaire entre les pays du Sahel face à une telle crise? Actuellement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 3 pays qui ont déjà une organisation qui font un certain nombre de choses. Très bien. Vous avez la CEDEAO. Oui, mais justement, vous avez la CEDEAO. Le Tchad, à un moment, était intervenu au Mali. Quelle coopération militaire? Mais la coopération militaire se définit en fonction des besoins sur le terrain. Les avez-vous identifiés en tant que spécialiste? Non, je ne peux pas les identifier parce que le terrain malien, moi je ne suis pas un terrien, je suis un aviateur. Donc il y a des choses, c'est les terriens, c'est leur domaine. Eux peuvent vous dire, compte tenu de et compte tenu de ce que les Maliens ont, que je ne sais pas. Et de la vérité du terrain qui pose telle et telle chose comme des besoins, des nécessités, puisqu'ils ont telle partie, il faut les aider à tel autre. On a vu des gens, par exemple les contracteurs dont je parlais tout à l'heure, quand les Américains n'ont pas voulu engager toutes leurs forces militaires, ils ont donné certaines choses à des contracteurs, protéger certains endroits, mais même ça, les aider à protéger certains endroits aiderait à rendre disponibles des gens. Et je vous rappelle que dans l'histoire du Sénégal, quand il y a eu la crise de 62, il y a des militaires français qui avaient reçu des ordres pour venir, non pas intervenir. Je crois que c'était la grève de 68, qui sont venus en tout cas remplacer des militaires qui étaient censés garder des positions et donc libérer une partie des effectifs pour aller renforcer ceux qui sont sur le terrain. Donc on peut aider par des forces spéciales, des unités constituées qui arrivent avec tout un arsenal. Par exemple, ceux-là vont apporter une surveillance avec des drones, etc. D'autres vont amener des éléments de logistique. D'autres vont peut-être escorter des convois, mais pas juste un convoi comme ça, et même éviter peut-être le convoi, mais en tout cas, chercher à soutenir le transport logistique, etc. Alors, le Mali peut-il finalement éviter le chaos, éviter de sombrer dans le chaos, dans le basculement? Quelle est la réponse? La seule chose que je peux dire, c'est que les Maliens résistent, ils font ce qu'ils peuvent, et qu'une aide supplémentaire augmenterait les chances de gérer cette situation. Et donc, c'est ce qu'il leur faut, il n'y a pas autre chose. Quel signaux, quel levier d'espoir voyez-vous malgré la gravité, de la situation actuelle? Je suis d'un optimisme mesuré. Quelqu'un disait que la différence entre les optimistes et les pessimistes, c'est que les pessimistes ont les statistiques pour eux. Ici, je dis optimisme mesuré, c'est juste pour dire la réaction des différents États voisins, c'est-à-dire des États d'Afrique de l'Ouest d'abord. Ensuite, d'autres pays africains qui peuvent se le permettre. On a bien vu quand il y a eu le Mozambique, 60 000 Rwandais débarquaient là-bas et arrivaient à régler le problème. On a vu en Somalie, à un moment, on avait les Burundais et les Rwandais, pareil. Au Congo, on a vu à un moment, on a même parlé de guerre régionale ou guerre continentale, parce que vous avez le Zimbabwe, vous aviez. Bon, même si maintenant, dans les détails, il y a des choses qui sont discutables. En tout cas, les Africains doivent commencer à prendre leur destin en main. Et pour le faire, il faut qu'ils soient prêts à accepter des sacrifices comme s'ils étaient attaqués au niveau de leur territoire national. Le Mali sombre dans une situation difficile. Aucune initiative n'est venue ni du Sénégal
ni des autres pays. Quelle réflexion cela vous inspire? Si on laisse faire, le risque c'est, vous avez un incendie de brousse qui part de quelques arbres. Au fur et à mesure que ça avance, l'incendie acquiert de la puissance, le feu se déplace plus vite. On a intérêt à tracer quelque part des coupe-feux. Oui. Parce que dans la brousse, quand vous allez dans le Linguère, là, il y a des coupe-feux. Sur les le plan militaires bilatéral, des initiatives sur le plan bilatéral. Bilatéral et multilatéral. Oui. C'est-à-dire, les gens doivent commencer, en tout cas, à voir quels sont ceux qui sont prêts à faire quoi. La situation est assez grave. Oui, je trouve. Et oui, juste, il n'y a aucune initiative, par exemple, au niveau de la CEDEAO. Personne ne s'est levé pour ne serait-ce que convoquer une réunion d'urgence. Est-ce que le fait que ces pays, par exemple, se sont isolés quelque part, est-ce que ça ne rend pas difficile le besoin, justement, d'organisation avec la CEDEAO? Oui, mais vous savez, quand on se le faisait répéter il y a quelques années à propos du problème casamançais, il y avait des ministres bissau-guinéens qui aimaient bien nous rappeler que quand la case du voisin brûle, nous sommes dans la même situation. Le jour où la case a fini de brûler, le feu ne s'arrête pas à la case. C'est clair. Le feu continue. Et c'est de ça que je parle. Et quel message pour vous adresser, justement? C'est les membres de la CEDEAO, réveillez-vous. Oui. Entre vous d'abord. Ensuite, faites bouger diplomatiquement pour avoir une aide venue d'ailleurs. Est-ce que vous vous rendez compte de l'argent qui a été dépensé en Ukraine? Est-ce que vous vous rendez compte que le 10e n'a pas été dépensé pour soutenir le Mali ou en tout cas les 3 États de la Est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres considèrent que ce n'est pas leur priorité. C'est clair. Et mais nous, on nous demande maintenant de voter à l'ONU ou ailleurs pour les soutenir. Nous aussi, on doit se rendre compte que les choses changent et que ça doit commencer. On ne sous-traite sa sécurité que quand on est désespéré. Alors, colonel Babacar Diouf, la crise n'est pas que militaire. Non, elle est multidimensionnelle. Elle est aussi d'ordre informationnel. C'est-à-dire aujourd'hui se joue aussi l'enjeu autour de l'information. Oui, le conflit entre narratifs. Oui, entre narratifs. Aujourd'hui, comment percevez-vous cette crise, mais sous cet angle narratif-là, autour de l'information? Qui gère l'information et à quelle fin? Ça, je crois que la question, on peut se la poser pas seulement au Mali. Oui. Mais dans beaucoup d'endroits. Pour se dire... Parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre de l'information. Oui, c'est la guerre de l'information. À tout point de vue. Qui détient l'information et à quelle fin? Mais l'information est détenue d'abord par de grandes puissances parce qu'ils ont des moyens. Quand on vous dit que le passage d'un satellite révèle des informations, si vous n'avez pas de satellite qui le font avec une certaine régularité, vous n'avez pas ces éléments. Il y a des drones qui restent sur le terrain pendant de longues heures. Mais tout ça, il y a des informations si c'est au niveau tactique. Au niveau maintenant de la société ou autres, les informations qui circulent, ben, il y a des gens qui ont intérêt. Écoutez, pourquoi est-ce que des millionnaires ou des milliardaires vont acheter des journaux, investissent dans tout ce secteur, investir dans des télévisions, en sachant que très souvent, il y a des domaines, en tout cas, où ça marche à perte? Pourquoi? Moi, je ne connais pas un financier qui accepte d'investir à perte, sauf si, à côté de la partie visible, la perte, se cachent des bénéfices souterrains qui sont suffisamment grands pour dépasser largement les bénéfices qu'il aurait pu en attendre. Et à ce moment-là, il faut se demander qui est derrière. Et là, qui bono? À qui profite le crime? Mais ça, je suis désolé, je pense qu'on peut se poser la question au Sénégal, on peut se poser la question au Mali, on peut se poser la question dans beaucoup d'États africains et hors d'Afrique. Ukraine, mais parce qu'il y a toujours... en Occident, c'est simple, on parle de l'État profond. C'est un ensemble de gens qui sont solidaires, qui durent plus que les présidents. Et qui donc, à un moment, en réalité... je me souviens d'un Rothschild, par exemple, qui disait « Donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me fiche de savoir qui fait les lois. »
Attention. Et donc, il y a un État profond qui a réussi à placer des gens qui en place dans tous les gouvernements qui passent, qui en place dans des endroits stratégiques, dans des ministères, etc. Et ces gens-là, surtout ceux qui sont fonctionnaires, vous pouvez enlever qui vous voulez, le fonctionnaire là, vous le prenez pas comme ça, il a des protections. Et donc, ces gens sont ceux qui détiennent réellement le pouvoir dans le monde. Il y a eu un accident en Turquie, on avait trouvé, je crois, un magistrat, un chef de la police, un grand bandit. C'est tout ce que je peux dire. Qui détient l'économie et l'argent détiendrait-il l'information? Mais ils produisent de l'information. Ils orientent les canaux. Je vais vous faire une chaîne. Par la manipulation, les oui, mais il y a beaucoup de choses. Il y a comme source. Il y a beaucoup de choses. Écoutez, l'opinion publique, c'est quoi? Oui. C'est un ensemble de personnes qui sont là, instruites, para-instruites, etc. Mais on parle de liberté d'opinion. Oui. On parle de liberté d'expression. Oui. Encore que, je veux apporter un petit bémol, cette liberté-là, si elle ne profite pas à la cité, mais joue à son détriment, moi je ne vote pas pour. Donc déjà, c'est pour le bien de la cité que ça doit être. Mais les gens ont besoin d'informations, ont besoin d'une éducation qui leur permet en tout cas de construire les filtres de pertinence à travers lesquels ils analysent les faits qu'on leur donne ou les analyses qu'on leur propose. Oui. C'est pour ça qu'en amont de cette liberté-là, il y a deux droits. Oui. Il y a le droit à l'éducation et il y a le droit à l'information. Et c'est là où la presse doit jouer son rôle. Mais cette presse, quand elle est phagocytée par les puissants, quand elle ne défend que des intérêts, si vous regardez pendant toutes ces années-là, depuis 2022, les grandes chaînes de télévision, les grands journaux occidentaux, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui vous disent la Russie est exténuée. À un moment, on disait même que les Russes prenaient des machines à laver, enlever les puces pour les utiliser dans l'armement. Les Russes sont en train de perdre. Je suis désolé. C'est pas ce que disent les gens qui sont à Kupiansk, Pokrovsk. Et bientôt, si on ne fait pas attention, si on ne trouve pas une solution là-bas, ce sera plus ce que disent les gens qui sont à Zaporizhzhia ou même à Odessa. Et pour dire quoi en conclusion? Pour dire que nous sommes dans une période particulière de l'évolution des systèmes. Cet entre-deux dont je vous parlais tout à l'heure, où sortent les monstres. La solidarité, la volonté. Parce que, entre parenthèses, la souveraineté, je crois, il y a, comment il s'appelle ce juriste allemand qui disait que la désignation de l'ennemi, c'est le premier élément de souveraineté. Et donc, nous devons nous réveiller et savoir que ce qui se passe, c'est à la fois des menaces, mais c'est aussi plein d'opportunités par rapport à des objectifs que nous nous sommes tracés. Mais à condition que nous nous donnions les moyens de tirer le trait pour dire, comme disait le président Truman là, the buck stops here. Et déboucher sur quoi? Et déboucher sur un mouvement de solidarité soutenu par une volonté politique, soutenu par les populations pour dire désormais notre sécurité, nous allons nous en occuper, nous poserons les éléments, nous contrôlerons les développements, c'est notre stratégie, c'est nous, ceux qui nous appuient ne viennent pas décider à notre place. Et entre nous, depuis les indépendances, les gens, les Africains ont formé énormément de cadres. Et moi, je me souviens de mon passage à l'état-major ici, quand vous lisiez les papiers écrits par nos grands anciens, vous dites, on avait des gens. Et c'est l'héritage de ces gens qui explique que l'armée sénégalaise ait la belle réputation qu'elle a aujourd'hui. En Afrique, il y a plein de gens, ils ont fait les mêmes écoles, ils ont des compétences. Nous devons arriver à mettre ces ressources-là, à les mettre en musique. Mais chaque fois que les présidents qui détiennent la volonté politique refusent de coopérer, mais moi j'ai entendu au Sénégal des gens dire, oui mais attendez, le Premier ministre va dans ces pays-là de coup d'État, nous sommes des démocraties, extra, le président, non. Non. Quand ça brûle là,
même la démocratie, pourquoi elle a l'état d'urgence, l'état de siège et tout ça. Mais c'est parce que quand il y a des moments exceptionnels, le droit est mis entre parenthèses pour sauver le droit. Et donc, les questions de principe là, je renvoie à Max Weber. L'éthique. L'éthique de conviction, quand un homme politique n'a pas de conviction, c'est pas la peine. Mais s'il s'en tient juste à ça, c'est pas la peine non plus. L'éthique des conséquences des actes ou des décisions, les actes que vous commettez, des décisions que vous prenez, il y a des conséquences. Vous devez y penser, puisque c'est prévisible, vous devez les prendre en compte pour trouver comment arriver à l'objectif que vous êtes tracé. Et ça... Et l'objectif, c'est quoi? Mais l'objectif peut changer chaque fois. Il y a des objectifs sécuritaires que nous voulons, des objectifs économiques, par exemple l'industrialisation. Oui. Je signale quand même qu'il y a un monsieur qui s'appelle Organski, qui dans les années 50 a écrit une thèse. Il disait clairement, tant qu'un pays n'est pas industrialisé, il est conditionné. Et d'ailleurs, certains, quand ils veulent le faire, les plus puissants cherchent à les divertir pour les en éloigner, et quand ils refusent, parfois ils utilisent la force. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous garder à votre place d'idiot utile ou d'instrument. Ils ne vous traitent pas en état ou en personne, ils vous traitent comme des outils. Mais quand vous commencez l'industrialisation, c'est là où vous vous rendez compte que votre croissance, la courbe change de pente. Officier supérieur de l'armée de l'air à la retraite, colonel Babacar Diouf, merci encore. Une plaisanterie pour mes amis de l'armée de terre. les Lébou disent Général Yombana, balay naaw moo jafe. C'est clair. Et merci encore. Ça a été encore une fois un énorme plaisir. Merci pour cet éclairage. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale. À présent, nous cédons le fauteuil à Eladji Malick Ndiaye et son invité. Au revoir. C'est dans le cadre de Dianombi, bien sûr. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé